Bonjour les quatrièmes, on continue avec la géographie, on reste dans le thème 3 et on passe à un nouveau chapitre. On avait vu en chapitre 1 mer et océan dans un monde maritimisé, en chapitre 2 les USA dans la mondialisation, et on passe sur ce dernier chapitre de ce thème, le chapitre 3, l'Afrique de l'Ouest dans la mondialisation. Alors pour ce cours, vous avez deux pièces jointes, vous avez l'activité 1. Donc c'est la carte en version PDF. Toujours la même chose, si vous pouvez l'imprimer, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, dans ce cas, il va falloir noter dans un côté ce dont vous aurez besoin pour l'avoir à la rentrée. J'ai également mis donc l'activité 1 en format Paint pour que vous puissiez faire l'activité comme les autres si jamais vous ne pouvez pas imprimer la fiche. Allez, on passe au cours. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, nous commençons à parler de l'Afrique et en particulier de l'Afrique de l'Ouest. Donc déjà, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a en Afrique avec les cartes, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a en Afrique qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on va étudier. Alors ici, on est sur une carte qui nous montre les potentialités et les problèmes de l'Afrique. C'est une carte du livre scolaire qui date de 2016. Et le sujet, c'est l'Afrique dans la mondialisation. Donc on reste sur cette optique de mondialisation, on reste sur cette optique de monde maritimisé aussi. On va analyser donc l'Afrique et en particulier l'Afrique de l'Ouest dans cette mondialisation et savoir est-ce qu'elle est intégrée à la mondialisation, quels sont les problèmes généraux et quels sont les potentiels de l'Afrique. Alors j'imagine que vous avez déjà une image de l'Afrique, une image qui est donnée par les médias, par vos connaissances aussi peut-être des années précédentes. C'est un continent avec de nombreux problèmes, notamment pour le niveau de vie. Alors ici, sur cette carte, vous avez une carte qui vous présente les différents IDH des différents pays. Donc l'IDH, c'est l'indice de développement humain. Plus l'IDH est proche de 1, plus le pays est développé. Alors l'IDH, qu'est-ce qu'il prend en compte? Il prend en compte le niveau de richesse des habitants, l'accès à la santé et l'accès à l'éducation. Et vous pouvez voir qu'on a trois niveaux d'IDH en Afrique, l'IDH élevé, l'IDH moyen et l'IDH faible, donc inférieur à 0,55. Et vous pouvez voir que dans une grande majorité de l'Afrique, on se retrouve avec un IDH faible ou un IDH moyen. Il n'y a que 2-3 pays qui sont ici avec un IDH élevé et certains de ces pays, en particulier la Libye, je pense, devraient peut-être recalculer cet IDH puisque depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, le pays est en proie à une guerre civile, à une guerre intérieure, donc on a des données qui ne sont pas forcément très fiables. Pour l'Algérie aussi, ça a été très tumultueux. Bref, on a un continent qui est relativement faible économiquement. On voit aussi ici là, tous ces casques bleus, ce sont des opérations de maintien de la paix organisées par l'ONU, ce qui signifie qu'on a aussi des territoires qui ont besoin de ces organisations militaires de l'ONU, de ces opérations militaires. Donc on a un régime qui n'est pas stable. On le voit ici avec notamment ces petits points qui nous montrent qu'il y a des activités terroristes. On voit qu'il y a des migrations importantes dans l'intérieur et vers l'extérieur du continent africain. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est cet espace-ci. Donc c'est de la Mauritanie ici le plus à l'ouest. On prend toute cette partie-là de l'Afrique jusqu'au Nigeria, au Niger, et on va exclure l'Algérie de l'Afrique de l'Ouest, puisque le pays est plutôt tourné vers le nord. Et donc voilà, nous avons cet espace-ci, qui est un espace avec l'un des IDH, comme vous pouvez le voir, les plus faibles, avec des activités terroristes, avec beaucoup de problèmes, mais aussi des potentialités, c'est-à-dire des possibilités de s'améliorer, de faire mieux. On voit notamment avec les hachures vertes qui nous montrent des ressources minières. On a également des ressources en hydrocarbures. Donc hydrocarbures, c'est pétrole, gaz, etc. Bref, on a des possibilités
mais aussi de nombreux problèmes, et c'est ce qu'on va voir en Afrique de l'Ouest. Donc l'Afrique de l'Ouest, c'est ici, voilà, ce sont tous ces pays-là en jaune, et on va s'occuper de ça avec notre chapitre 3, l'Afrique de l'Ouest dans la mondialisation, un espace fragile, et on va voir quelles sont les fragilités de l'Afrique de l'Ouest. Vous mettez sur pause pour pouvoir écrire ce titre, et on passe à la suite. Alors on va partir sur un pays en particulier qui va nous servir d'exemple pour l'Afrique de l'Ouest, c'est le Mali. Alors le Mali, donc j'ai remis la carte qui se trouve ici, donc c'est un grand pays, et on va regarder quels sont les problèmes d'abord donc de l'Afrique de l'Ouest en regardant en particulier le Mali. Alors, la première chose qu'on va faire, on va regarder une vidéo, c'est une vidéo du dessous des cartes, c'est donc un programme de géographie que vous pouvez trouver sur Arte, qui existe encore. Là, c'est un programme un peu plus ancien, qui était par le fondateur du dessous des cartes, Jean-Christophe Victor, et qui va vous montrer un petit peu les contraintes naturelles fortes qui existent avec l'exemple du Mali. Donc, on regarde la vidéo et on en parle après. Ce pays, dont la capitale est Bamako et qui a été longtemps une colonie française, est devenu indépendant en 1960. Le sud est traversé par la vallée du fleuve Niger et abrite une partie de son delta intérieur. On est là en zone de climat soudanien avec des zones agricoles excédentaires. À l'inverse, le nord est une région aride traversée par le Sahel et le Sahara avec des zones agricoles déficitaires. Dans ce pays, qui est en fait 2 fois grand comme la France, vivent seulement 16 millions d'habitants dans 2 ensembles qui sont comme dissociés. D'une part, le Sud Mali, qui couvre un tiers du territoire où vit 91% de la population malienne, et d'autre part le Nord Mali, composé des 3 régions de Tombouctou, Gao, Kidal, où vit seulement 9% de la population et qui couvre les 2 tiers restants du pays. Donc vous avez pu voir dans cette vidéo qu'il y a de fortes contraintes naturelles au Mali. Cette forte contrainte naturelle, c'est notamment le Sahara, et la deuxième, c'est le Sahel. Alors le Sahara, c'est un désert, donc un désert aride, comme vous pouvez l'imaginer. C'est le plus grand désert du monde. C'est un désert de sable, il fait extrêmement chaud. Et évidemment, c'est un espace qui est une énorme contrainte, puisque vous ne pouvez rien cultiver à l'intérieur. Ce sont généralement des dunes, ce sont des endroits qui sont traversés par des tempêtes de sable, donc les activités humaines et l'installation humaine est très complexe. La deuxième contrainte naturelle forte que vous pouvez trouver, c'est celle du Sahel. Alors le Sahel, c'est un entre-deux, c'est un semi-désert, on va dire, c'est un territoire semi-aride, donc pareil, compliqué à cultiver, compliqué à s'installer. C'est déjà plus habitable, mais c'est quand même, encore une fois, une contrainte naturelle forte. Ça veut dire qu'il y a un énorme enjeu sur l'eau aussi, l'accès à l'eau, bah oui, parce que on peut pas vivre sans eau, on peut pas faire d'agriculture sans eau. Donc on va avoir des contraintes naturelles extrêmement fortes qui vont poser problème et qui sont un problème qu'on n'a pas, par exemple, en Europe. On n'a pas une telle contrainte en Europe. On va regarder ça donc à travers une activité. Donc l'activité 1, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc vous collez l'activité si vous pouvez, encore une fois. Vous ne pliez pas. Et vous marquez bien à retenir AR dans la marge, dans la carte. Ce qui me fait penser par ailleurs que j'ai oublié de vous le signaler, mais toutes les cartes, toutes les activités cartes que nous avons fait depuis le début de ce chapitre de géographie, il va falloir marquer à retenir dessus. J'ai oublié de le signaler. Donc voilà, je vous le signale maintenant. Donc reprenez vos activités de géographie de ce thème 3 depuis qu'on a marqué thème 3. Et à chaque fois que vous voyez une carte, vous marquez AR en rouge dans la marge. Donc vous savez, c'est à retenir pour l'évaluation. Donc pour cette carte, on va se baser sur cette carte-ci. Donc c'est une carte qui montre les pays de l'ADO, donc ADO Afrique de l'Ouest, et leur niveau d'IDH. On est sur une carte qui a été faite par le livre scolaire en 2016, et le sujet c'est donc des pays avec un très faible niveau de vie. Donc ici, vous pouvez voir, l'IDH a été un peu plus zoomé, c'est-à-dire que la première carte que je vous ai montrée, je vous montrais
IDH élevé, moyen et faible. Là, on précise un peu plus. On a l'IDH moyen, l'IDH faible et l'IDH très faible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une zone donc avec un IDH effectivement faible, voire très faible pour certains pays, comme le Burkina Faso, la Guinée, le Sierra Leone, la Guinée-Bissau, et en particulier le Niger, puisque le Niger a le triste record de l'IDH le plus faible du monde. C'est un IDH à 0,31, donc voilà, c'est le pays au monde où le développement humain est le plus bas, malheureusement. Ce sont des chiffres qui quand même sont plutôt en croissance, malgré tout, donc des IDH qui sont très faibles mais qui s'améliorent, mais malgré tout on reste dans une zone où l'IDH est faible, et comme vous voyez, il n'y a qu'un seul pays qui rentre dans la catégorie de l'IDH moyen, ce qui est quand même un triste résultat, un triste constat pour cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Alors en ce qui concerne notre carte, vous avez vu qu'il y a il y a des choses un petit peu en plus que sur la carte que je viens de vous montrer. Donc ici vous avez déjà tracé au nord la limite du Sahara, donc le désert aride. Donc ça veut dire que au nord de cette ligne, au nord de cette limite, vous avez le Sahara. Et là, au nord de cette limite-là, vous avez donc le Sahel. Donc cette zone-là, ici, représente le Sahel, et cette zone-ci au-dessus représente le Sahara. Alors attention, il ne s'arrête pas. Le Sahara est pas comme ça, il s'arrête pas à la frontière des pays. Il va plus haut, il va encore au Maroc, il prend une grande partie de l'Algérie, de la Libye, même une partie du Tchad. Donc voilà, c'est un énorme désert. Et vous avez également de rares oasis. Alors ne vous laissez pas tromper par la taille des ronds, je les ai fait plutôt grands pour que vous les voyez bien, mais c'est pour vous indiquer qu'il y a des oasis. Il y a un oasis dans cette région-là qui permet de l'agriculture. Je vous l'ai dit, l'un des enjeux, c'est l'eau, c'est l'accès à l'eau. Donc ça veut dire qu'on va aussi avoir des développements qui vont se trouver autour de ces oasis, autour de ces endroits où il va y avoir de l'eau dans le désert. Alors vous, ce que vous allez devoir remplir en particulier, ben déjà pour rendre un peu plus visible, on va prendre du bleu, on va colorier ces rares oasis. Coloriez-le mieux que moi, hein, parce que là c'est les limites de Paint. Et vous n'oubliez pas de colorier également l'intérieur de la légende. Et ce qu'on va faire, ben on va nous aussi mettre les niveaux d'IDH, donc moyen, faible, très faible des différents pays. Je vais vous laisser la carte que je viens de vous montrer là sur le diapo. Vous aurez qu'à mettre pause et à compléter la carte hein, en fonction des différents IDH. Donc, ce que vous allez faire, ben, vous allez faire un dégradé de couleur, c'est-à-dire, vous connaissez maintenant la technique hein, en géographie. Plus l'IDH est fort, plus on va avoir du foncé, et plus l'IDH est faible, plus on va descendre. Alors, ce que je vous recommande, c'est rouge pour l'IDH moyen, on passe sur du orange sur l'IDH faible, et on passe sur du jaune pour l'IDH très faible, et ensuite il vous suffira de colorier les bons pays. Donc colorez bien, remplissez bien les bons espaces avec la carte, je vous la laisse pendant un petit moment, mettez sur pause et complétez cette carte. Alors on fait la correction rapidement, donc on a d'un côté, donc on va commencer avec l'IDH moyen, donc le seul pays qui a l'IDH moyen, c'est le Ghana, ici, donc pareil, hein, vous coloriez mieux que moi là. Ensuite, on a l'IDH faible, donc on prend le orange, et là on a pour le coup plusieurs pays, et ensuite on a les pays avec un IDH très faible, donc bah, ce sont les derniers, Niger, Burkina Faso, Guinée, Sierra Leone et Guinée-Bissau qui se trouvent ici. Donc voilà, vous aurez rempli votre carte, ça vous donnera à peu près ça, avec, j'espère, mieux complété que ce que ça donne sur Paint. Un autre aspect qu'on peut voir aussi avec cette carte, encore une fois, c'est l'effet littoral, c'est la littoralisation. Ici, on voit beaucoup mieux
toutes les villes là que vous avez, l'urbanisation, est-ce qu'on peut voir, et ce qui est flagrant, c'est que la majorité des grandes villes, la majorité des capitales se trouvent sur le littoral. Alors il y a deux raisons à ça. La première, c'est une raison quand même historique. Ces endroits sont d'anciennes colonies. Ces colonies avaient un but euh, pour les nations européennes qui étaient maîtresses de ces colonies. Le but, c'était de transformer ces colonies en espaces économiques. Le but des colonies, c'était avoir des ressources en Afrique, récupérer les ressources africaines et les envoyer en Europe. Et il n'y a pas 36 façons pour envoyer des marchandises depuis l'Afrique jusqu'en Europe, il faut les envoyer par la mer. Et donc, les grandes villes qui ont été construites ou qui se sont développées pendant l'époque coloniale depuis au moins le XVIe siècle, ce sont des villes qui se retrouvent proches de la mer. Et donc, on a cet aspect historique qui compte. Mais cet aspect historique, c'est aussi l'aspect de la littoralisation, de la mondialisation. La mondialisation a fait a poursuivi ce mouvement-là. On a des villes qui se trouvent sur les bords de mer, sur les bords d'océan, qui sont les villes les plus développées et qui vont se développer avec la mondialisation. Donc les plus grandes villes se trouvent le plus proche de la mer, à quelques exceptions près, avec le Nigeria en particulier. Ce qu'on retrouve aussi, qu'on ne voyait pas sur votre carte, c'est cette limite verte là. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est la CEDEAO. Alors la CEDEAO, c'est tout simplement une alliance de tous ces pays là d'Afrique de l'Ouest. C'est une sorte, on va dire, d'Union européenne précoce, si on veut. Ce sont des pays qui se sont mis d'accord et qui essayent de gérer la zone à plusieurs, qui se mettent d'accord sur des questions politiques, mais aussi sur des questions militaires. Ce sont des pays qui ont des choses en commun, qui peuvent avoir une monnaie en commun, qui peuvent avoir des intérêts en commun, et donc qui essayent de se gérer à plusieurs. Donc c'est, si on veut, quelque chose qui pourrait ressembler plus ou moins à l'Union européenne, mais en moins abouti dans le sens où on n'a pas quelque chose d'aussi fort que dans l'Union européenne, on n'a pas un rapprochement aussi fort. Mais voilà, on a des pays qui s'entendent quand même, ça c'est le côté plutôt positif de la zone, c'est une entre pays, on n'a pas d'affrontements véritablement de grands affrontements entre ces pays. Alors on va marquer la première trace écrite. Donc l'Afrique de l'Ouest, je marque ADO et comme ça vous pourrez marquer ADO vous aussi pour aller plus vite, est une région avec de fortes contraintes naturelles, désert du Sahara, aridité, qui freinent son développement. Le manque d'eau rend ainsi l'agriculture complexe. Cela est d'autant plus problématique que les pays de l'ADO possèdent parmi les IDH les plus bas. Le Niger, par exemple, est le pays avec l'IDH le plus bas de la planète, et donc vous pouvez marquer voir activité 1. Alors pour le lexique, on va faire quelque chose d'un peu particulier pour une fois. On va écrire la définition, évidemment. Donc IDH, c'est l'indice de développement humain. C'est un indice calculant le développement humain d'un pays en se basant sur l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le niveau de vie des habitants. Donc le niveau de vie, ce serait plutôt la richesse pour le coup. Et vous allez dessiner également cette petite barrette. C'est la barrette qui est généralement utilisée pour l'IDH qui symbolise donc l'IDH des pays et le niveau euh, que cela signifie. C'est-à-dire que si vous êtes entre 0 et 0,4 à peu près, vous êtes dans un IDH très faible. Si vous êtes entre 0,4 et 0,550, vous êtes dans un IDH faible, etc. etc. Et je vous ai mis les deux extrêmes pour le coup. Donc le Niger, c'est le niveau d'IDH en 2018 pour le coup. Donc le Niger est à 0,394, on est dans un IDH très faible. Et ici, la France se trouve là avec 0,901. Donc on est sur un IDH très élevé là pour le coup. Attention, hein, la France, c'est pas le meilleur IDH, mais ça fait partie quand même des plus élevés. Je crois qu'on est dans les 30 premiers. Donc voilà, vous êtes parmi les nations les plus riches et les plus développées du monde en France. Si vous vous souvenez bien,
les pays les plus développés en Afrique, ils se trouvaient par là, avec un IDH élevé. Donc on est autour de 0,08, je crois, pour le pays le plus développé. Donc voilà, on est quand même sur des pays qui sont plus développés, qui vont mieux que les autres, mais qui restent quand même moins développés que la majorité des pays en Europe, par exemple, ou aux États-Unis. Donc mettez sur pause pour pouvoir écrire cette définition et faire la petite barrette. Utilisez le dégradé de couleur, comme ça vous permet à vous aussi de mieux vous voir la chose. Et ensuite on passe à la deuxième définition. Donc mettez sur pause cette vidéo pour pouvoir écrire la définition de l'IDH, pour aussi pouvoir copier cette barrette, utiliser le dégradé de couleur pour que ce soit bien visible pour vous aussi, et on passe à la suite. Alors pour la suite, on va prendre ceci. Alors c'est un schéma qui doit vous dire quelque chose puisqu'on l'a étudié en histoire. C'est le schéma de la transition démographique. Donc on a ici un schéma dont la source c'est l'OCDE et la Banque mondiale. Ce sont des pays en pleine transition démographique et en croissance démographique, c'est le sujet de notre document. Et ce schéma de la transition démographique, il nous montre où en sont les pays d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest en particulier sur cette transition démographique. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez aucun pays qui se trouve dans l'ancien modèle démographique. Donc ça nous signifie bien que tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont en transition. Donc on n'est plus sur l'ancien modèle, on a quand même une forme de progrès, si on veut. Par contre, deuxième chose, c'est qu'on voit qu'il n'y a aucun pays aussi de l'Afrique de l'Ouest qui est dans le nouveau modèle démographique, qui a fini sa transition démographique. Il y en a par contre qui sont plus proches de la fin que du début. Ces pays, ce sont le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Mauritanie ou encore le Cap-Vert. Donc ce sont des pays qui sont en train d'achever leur transition démographique, mais vous avez quand même une grande partie des pays qui se trouvent là, dans cette deuxième étape, c'est-à-dire dans l'étape où vous avez la plus forte croissance démographique. On se rappelle, un taux de natalité qui est très très élevé, donc beaucoup de naissances, et un taux de mortalité qui diminue, qui chute vraiment brutalement, et donc une croissance démographique, puisque les gens ne meurent plus, mais il y a toujours autant de natalité, donc on a une croissance démographique très importante. Ces pays, ce sont le Niger, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, le Liberia, la Guinée-Bissau et encore la Sierra Leone. Et on a d'autres pays qui sont à mi-chemin, là, on va dire, entre l'étape 3 et l'étape 4, la Gambie, le Bénin, le Nigeria, la Guinée et le Sénégal. Donc voilà, on est sur des pays qui sont en pleine croissance démographique. Et ça, c'est un énorme défi parce que ça signifie croissance démographique, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de jeunes, on va avoir une population très jeune, ce qui peut être un avantage s'ils sont mis au travail, mais ce qui peut être aussi un gros défaut, puisque une population très jeune, c'est aussi une population qui va avoir besoin de travail. Et donc, si on ne trouve pas de travail, c'est une population qui va être au chômage, donc qui va créer encore d'autres problèmes. C'est aussi une population qu'il va falloir nourrir, donc on va avoir un autre défi là-dessus, une population qu'il va falloir loger, etc., etc. Bref, un gros défi qui est celui de la jeunesse en Afrique, qui est à la fois un gros potentiel, puisque une population jeune, c'est une population qui travaille, et une population qui travaille, c'est une population qui crée de la richesse, mais c'est aussi un énorme défi, puisqu'il va falloir trouver du travail, il va falloir mettre cette population jeune à profit, et gérer aussi cette croissance démographique, notamment en termes de logement. Donc voilà, défi à relever, et cet exode rural, c'est également la démonstration de la puissance des villes et de l'attractivité des villes. Ça veut dire qu'on a des villes qui sont attractives, et ça veut dire aussi qu'on va avoir des villes qui vont devoir gérer cet afflux de population qui va arriver d'un coup. On va avoir des villes qui vont se retrouver finalement submergées par l'arrivée massive de personnes venues de la campagne et qui espèrent trouver mieux en ville. Donc, on va écrire cette deuxième TE. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont en pleine transition démographique. Ils connaissent une croissance démographique très forte qui risque d'augmenter encore les problèmes de chômage.
Les villes doivent également gérer l'afflux massif de population issue de l'exode rural. Donc vous mettez sur pause pour pouvoir écrire cette TE et on passe à la suite. Alors le dernier challenge, le dernier défi de l'Afrique, il se trouve autour de sa démocratie. Alors ici vous êtes sur un extrait d'article en ligne. C'est un article qui est intitulé Afrique de l'Ouest, la démocratisation en péril, écrit par Christophe Chatelot pour le journal Le Monde et qui date du 6 octobre 2020. Donc vous voyez un article assez récent. Et le sujet c'est donc la démocratisation en péril. Alors on va lire cet article et on va voir de quoi il en retourne. Comparé aux pays du centre du continent africain, dont la plupart des dirigeants ont une fâcheuse tendance à s'éterniser au pouvoir en piétinant les droits humains, l'Afrique de l'Ouest affiche encore une vitalité démocratique encourageante. Donc déjà, premier constat, en Afrique de l'Ouest, en comparaison aux autres pays du continent africain, on a quand même des pays qui sont démocratiques et voilà, qui ont une démocratie. C'est déjà, c'est bête hein, comme ça, mais c'est déjà quelque chose. Ce sont des pays, dans la grande majorité, qui ont une démocratie. Mais, mais ces derniers temps, le bilan se ternit. Au Mali, au cœur de l'été, un groupe d'officiers a chassé du pouvoir un président élu, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka. Les prochaines élections présidentielles en Guinée, le 18 octobre, et en Côte d'Ivoire, le 31 octobre, s'annoncent mouvementées. Celles prévues dans la foulée au Burkina Faso, le 22 novembre, et au Niger, le 27 décembre, auront lieu sous la menace de groupes djihadistes. Ajoutons-y le cas du Togo, où la dynastie des Gnassingbé cumule déjà 53 années de pouvoir contesté, et le Bénin, où le président Talon étouffe lentement le système démocratique local, certes essoufflé, au nom du développement économique. Alors, ce que nous dit Christophe Chatelot dans cet article, c'est qu'on a une région où la démocratie existe, est encore là, mais c'est aussi une région où la démocratie n'est pas stable. Elle n'est pas vraiment installée de manière stable. On a donc des élections qui s'annoncent mouvementées, on a la pression de groupes djihadistes, donc terroristes, qui mettent la pression sur les élections. Donc on a tout un tas de choses comme ça, des irrégularités quand même dans la démocratie. Bon, au Togo, un président qui est là pendant 53 ans, une dynastie, une famille qui est là au pouvoir pendant 53 ans, ça pose quand même problème dans une démocratie. Euh, et le Bénin, où on nous indique que le président étouffe le système démocratique au nom du développement économique. Donc voilà, on a une démocratisation qui est en train de mal tourner. Et on nous montre un petit peu comment, avec la fin de cet article. Donc, il y a également des arrangements constitutionnels relevés en Côte d'Ivoire et en Guinée. Ces derniers mois, ces deux pays se sont chacun dotés d'une nouvelle constitution qui autorise les présidents sortants et vieillissants à briguer un troisième, voire ensuite un quatrième quinquennat présidentiel. Donc voilà, ces arrangements dans la Constitution, c'est les peurs qu'on a dans tous ces pays-là et dans les démocraties. C'est voir un président qui, au bout de 2 mandats, se dit bon ben j'aimerais bien en avoir un troisième, et puis voir un quatrième, et puis un cinquième, et puis un sixième, et puis jusqu'au bout du bout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on change la Constitution, on se permet de pouvoir se représenter une troisième, quatrième fois. Et puis au final, on reste à vie. Et donc on se trouve face à des démocraties qui sont faibles, fragilisées. On va avoir des triches dans les élections, on va avoir des coups d'État encore. Donc là, avec le cas du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, un président qui est quand même chassé par l'armée, chassé du pouvoir par l'armée. Donc voilà, on a une démocratie qui n'est pas stable, on a des pays qui sont instables, qui sont fragiles, et cette instabilité, elle ne permet pas à l'État d'être fort, elle ne permet pas d'avoir un pays qui a un État fort, et le problème c'est qu'on a besoin d'un État fort, surtout dans ces régions, puisqu'on a des États qui sont menacés avec des groupements djihadistes, et donc des terroristes, avec de manière générale hein, l'insécurité, donc des problèmes de trafic de drogue, d'armes, d'argent, de personnes même, puisqu'on a pu voir malheureusement un retour de l'esclavage, de la prostitution, bref, vous avez des problèmes énormes et qui ne peuvent pas être
résolue tant qu'il n'y a pas un pays qui est stable. Et donc l'instabilité politique, c'est un grand problème de l'Afrique de l'Ouest. Alors on va voir un petit peu justement ce qui se passe au Mali en particulier, puisque vous avez peut-être entendu parler que la France est intervenue au Mali. On a envoyé, et on a toujours d'ailleurs, des soldats français au Mali. Et on va regarder une vidéo, donc c'est une autre partie, c'est toujours la même vidéo du dessous des cartes, c'est la suite, et qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on cherche à éviter au Mali. Donc je vous laisse regarder la vidéo et on en parle après. Le 22 mars 2012, le président Amadou Toumani Touré est chassé du pouvoir par un coup d'État de l'armée à Bamako. Le 6 avril 2012, le nord du pays fait sécession, déclare se nommer désormais Azawad, que l'on voit ici sur la carte. Un groupe armé de Touaregs, le MNLA, c'est-à-dire Mouvement national de libération de l'Azawad, est à l'origine de cette scission. Mais il est rapidement dépassé sur le terrain par un groupuscule armé salafiste, Ansar Dine. Ce sont ces partisans qui, à Tombouctou, détruisent tombeaux et mausolées, considérés comme saints par les musulmans de la région. La majorité des partisans d'Ansar Dine, comme ceux du MNLA, sont des Touaregs issus de la tribu des Iforas, du même nom que le massif situé au nord de Kidal. Une partie de ces Touaregs, auparavant adeptes d'un islam rigoriste mais non violent, nommé Tabligh, sont donc passés au djihad armé. Comment explique-t-on un tel basculement? Pour des raisons de croyances religieuses, mais aussi des facteurs sociaux, économiques, institutionnels, face à un État faible, lointain, incapable de répondre aux attentes du Nord Mali. Et puis il y a aussi les facteurs externes. Changeons d'échelle à nouveau. Cette carte nous montre la zone de présence approximative d'AQMI ou Al-Qaïda au Maghreb islamique dans le Sahel et au-delà. Le bastion de l'organisation se situe dans la drare des Iforas, ce qui lui permet de se protéger, de profiter de la vallée du Tilemsi, qui est un axe essentiel entre le fleuve Niger et l'Algérie. AQMI est impliqué dans des trafics de migrants, d'armes, de drogue, de tabac qui traversent la région. Deuxième facteur, la chute du régime de Kadhafi en 2011. Des milliers de combattants touaregs enrôlés dans l'armée libyenne sont rentrés au Mali avec armes et munitions, offrant ainsi des moyens d'action au mouvement du Nord Mali. Le 5 janvier 2013, Ansar Dine et ses alliés djihadistes, AQMI et le Moudjahou, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, lancent à leur tour une offensive vers le sud du pays. Les rebelles prennent Konna, et la communauté internationale craint alors que ces groupuscules armés s'avancent jusqu'à Bamako. Alors le 11 janvier 2013, Paris décide d'envoyer l'armée française en réponse à la demande de Bamako. Baptisée Serval, cette opération est aidée par l'armée malienne qui est sous-équipée et par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui conduit la MISMA, c'est-à-dire la Mission internationale de soutien au Mali, sous conduite africaine. Grâce à des offensives aériennes et terrestres, Serval permet certes une réduction du potentiel des djihadistes, mais la victoire reste limitée et le pays ne parvient pas à se stabiliser. Le 1er juillet 2013, la MISMA est remplacée par la MINUSMA, une mission de l'ONU qui compte 9300 casques bleus. Et le 1er août 2014, l'opération Barkhane succède à l'opération Serval. Elle s'effectue en partenariat avec 5 États de la région, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Elle rassemble 3000 militaires et vise à lutter contre le terrorisme dans toute la région du Sahel. Car il faut bien voir que AQMI et les autres mouvements présents dans le Nord Mali constituent un risque pour les activités françaises d'extraction de l'uranium au Niger, qui est le 4e producteur mondial d'uranium. Vous voyez sur la carte les mines qui se trouvent au nord du Niger, près d'Arlit, dans l'une des zones uranifères les plus importantes du monde. Détenues par Areva, ces 2 mines sont situées à quelques 200 km de la drare des Iforas. Rappelons que le Niger fournit environ 30% des approvisionnements en uranium des centrales nucléaires françaises. Donc en intervenant au Nord Mali,
Paris cherche aussi à sécuriser son approvisionnement en uranium. Donc vous avez vu dans cette vidéo que l'intervention française au Mali est avant tout là pour des questions de terrorisme, de sécurité, essayer de retrouver une stabilité dans la région. Vous avez vu aussi que cette opération n'est pas complètement, on va dire, c'est pas par pure gentillesse non plus, hein, c'est-à-dire que les Français ont des intérêts économiques dans la région. On l'a vu avec les mines d'uranium. Ce sont des intérêts économiques, mais ce sont aussi des intérêts politiques et des intérêts nationaux à la maison. C'est-à-dire que les problèmes qui sont au Mali se répercutent ensuite chez nous. On a malheureusement fait l'expérience d'attentats terroristes, et ces attentats terroristes, eh bien, ils sont là parce qu'on a des groupes armés qui sont efficaces et qui sont très très dynamiques dans ce genre de région-là. Donc l'intervention française au Mali, elle permet aussi de résoudre un problème national, c'est-à-dire en France, mais aussi de résoudre un problème pour la stabilité de la région. Donc vous avez vu, groupement terroriste, un pays qui est scindé en deux, le Mali, le Nord Mali, qui est très très différent du Sud Mali, en particulier à cause des contraintes naturelles, à cause du Sahara. Donc voilà, ce sont des pays avec beaucoup de problèmes, beaucoup de défis à relever, beaucoup de challenges. Et donc voilà, il va falloir dans les années qui arrivent pour ces pays-là essayer de retrouver une stabilité politique pour pouvoir résoudre ces défis. Alors on va écrire la dernière trace écrite de ce cours. L'ADO est aussi un territoire avec une forte instabilité politique. Si les gouvernements sont pour la plupart démocratiques, il y a régulièrement des coups d'État militaires et des triches durant les élections. Cette instabilité ne permet pas au pays d'avoir une politique à long terme pour, par exemple, remplacer les infrastructures en retard. Le vide de pouvoir et de sécurité donne également un terrain favorable au terrorisme qui se développe en ADO. Ces actions terroristes fragilisent la démocratie, créent de l'insécurité et retardent le développement économique. Donc vous mettez sur pause pour pouvoir écrire cette dernière trace écrite et on aura ensuite le mot de terrorisme à écrire dans le lexique. Donc voilà, on va écrire ce dernier mot de lexique, terrorisme, ensemble d'actions violentes, meurtre, destruction, kidnapping, etc., dans le but d'obtenir une volonté politique. Donc vous écrivez ce mot de lexique, vous mettez sur pause pour pouvoir l'écrire, et puis on a fini avec ce cours, et donc j'espère vous retrouver, si tout se passe bien, normalement, lundi, pour le présentiel en classe.